Que je vis sur la terre, Franck, et je suis parent d'élèves aussi. Et vous ne vous imaginez pas. À cette fameuse date du 18 septembre, disais-je, pour être un peu plus complet. Franck, merci beaucoup pour ce commentaire. Les messieurs, bonjour. William, Ulrich. Bonjour Tanguy. Allez, on aura deux sujets qu'on va évoquer pendant nos échanges ce matin. On va déjà commencer par le sujet que nous propose Franck Aounou ce matin, le coût de la vie. Le gouvernement qui peine à réagir parfois. On a l'impression que on est dans la cour du roi plutôt où chacun devrait faire ce qu'il lui plaît quand cela lui plaît et quand cela lui arrive à l'idée, William. Voilà une situation qui, moi, n'a jamais manqué de m'étonner. Vous savez, ailleurs, quand vous suivez les médias occidentaux, l'inflation, qu'elle soit toute légère ou minime, infinitésimale, elle fait le tour de l'actualité. Vous voyez des graphes, vous voyez des courbes à n'en point fini, des spécialistes qui délient leur langue parce que juste 50 centimes se sont ajoutés au coût d'un produit de grande consommation. Parce que ne l'oublions pas, quand nous nous en inquiétons beaucoup plus, un peu comme Franck l'a décrit tout à l'heure, sur le coût du beignet, parce que le blé a pris du prix, parce que le sucre, parce que le lait, des produits qui sont dans notre quotidien et fréquemment dans le quotidien, des produits qui ne sont pas forcément dans le quotidien des bourses bourgeoises, mais qui, pour les ménages modestes ou même parfois ceux qui sont au bas de la chaîne, les prolétaires, les questions comme ça, ailleurs, ne passent pas inaperçues. Mais il faut dire que chez nous, on a expliqué la conjoncture économique internationale comme étant le facteur explicateur le plus visible pendant longtemps. Il y a eu d'abord cette crise sanitaire de la pandémie de Covid-19. Ensuite, nous avons eu une conjoncture internationale compliquée avec le coût du fret et les autres situations liées à la crise russo-ukrainienne. Aujourd'hui, on dira que les hydrocarbures aussi ont flambé de prix. C'est pour ça que la crise se généralise. Mais vous savez, on a du mal à comprendre vraiment comment est-ce que cela nous impacte, même sur des produits qui sont produits localement. Cultivés localement. Oui, Laurie, comment est-ce qu'on peut s'expliquer que les choses augmentent de prix comme ça du jour au lendemain, sans explication? Parfois même c'est difficile, même pour les acteurs commerciaux, de vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont mis 500 francs par ici, 5000 francs par là-bas. Vous savez, c'est assez difficile de le dire tout de suite parce qu'il faut mener quelques enquêtes. Mais déjà, en amont, on peut faire appel à trois aspects. Le premier aspect, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des inondations par endroits. Et il y a eu beaucoup de champs qui ont été inondés. Et entre-temps, il devrait y avoir des mesures pour pouvoir suppléer à cette situation-là. Mais quand il y a des champs qui sont inondés, vous pouvez comprendre que ça doit jouer sur le coût à un moment donné. Parce que vous n'aurez pas la même quantité de produits, vous n'aurez pas la même quantité de prix, vous n'aurez pas le même prix du moins, et à un moment donné, ça doit connaître une inflation. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on constate que de plus en plus, les populations, ça donne à une sorte de spéculation volontaire, et c'est là où moi, j'accuse deux différents piliers. Le premier pilier, c'est le gouvernement, qui doit normalement suivre de très près, William l'a dit tout à l'heure, ailleurs, le gouvernement doit suivre de très près. Et de très près, alors que la Ligue des consommateurs, elle est là, elle dort pratiquement. Les consommateurs subissent des inflations, mais la Ligue des consommateurs est là. On a comme l'impression que le consommateur n'a même pas de défenseur. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, les produits de grande consommation, les produits qui sont pratiquement produits chez nous, connaissent cette inflation? C'est là le problème que nous devons déjà commencer par tirer. C'est sur ce point que nous devons commencer par tirer la sonnette d'alarme. Le troisième pilier sur lequel nous devons revenir, c'est que nous tirons, nous de la presse, nous des médias, nous tirons souvent sur ces boulets. Nous tirons à boulet rouge sur ces genres de situations. Mais quelle est la conséquence? On a comme l'impression que la presse en parle, mais tout le monde fait comme si de rien n'était. Donc ça veut dire que chacun doit jouer son rôle sur ce plan. Et si
le gouvernement qui a un ministère du Commerce. On va venir aux solutions, on va examiner un peu la situation et essayer de la comprendre. Oui, mais le gouvernement, il y a un ministère du Commerce. Et le ministère du Commerce a des représentations un peu partout sur le territoire national. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que les populations commencent par tirer. C'est plutôt le gouvernement, à travers le ministère du Commerce. Essayez de comprendre déjà quelles sont les causes, je dois dire, de ce phénomène. William a commencé par évoquer déjà le Covid. On est remonté un peu plus loin, 2019. On a parlé de guerre en Ukraine. Bon, on est encore dans cette actualité. On a parlé du coût du fret pour un certain nombre de produits. Est-ce que ce sont des raisons suffisantes pour que nous cropissions sous le poids, je dois dire, de cette galère qui monte au quotidien, Franck? Non, les motifs sont évidents et c'est clair que nous ne pouvons rien pour changer ces problèmes-là qui parfois surviennent et qui surprennent tout le monde. Alors, lorsqu'on laisse cela, je pense qu'il revient quand même à l'État qui est garant de la sécurité alimentaire, de tout ce que nous devons avoir pour mieux vivre, de pouvoir trouver des solutions, sinon le gouvernement, de pouvoir trouver les solutions pour amoindrir. On ne dit pas qu'il faut faire disparaître les effets ou il faut disparaître les conséquences sur les ménages. Mais il faut amoindrir de sorte à permettre à ces ménages-là de pouvoir supporter. Parce que vous voyez, au même moment, on parle de guerre en Ukraine, au même moment on parle de Covid, on parle également peut-être dernièrement de fermeture de frontières. Pendant ce temps, les revenus des populations n'augmentent pas. Cela voudra dire que la seule entité qui puisse aider les populations à mieux traverser cette période de galère, c'est le gouvernement. Pas augmentation forcément des salaires, mais on peut aller sur le terrain et au besoin subventionner des produits. Parce que les salaires ne sont pas augmentés, on n'augmente pas les salaires du jour au lendemain. Je suis d'accord, il faut faire des études, il faut faire des simulations pour voir ce que ça va coûter à l'État, mais on peut agir de façon à ce que les prix là soient maîtrisés et mieux faire en sorte que les commerçants dans les marchés qui profitent des situations pour augmenter de façon exagérée les prix puissent être raisonnés, puissent quand même faire les choses un peu dans les normes. C'est ce qui manque dans le fond vraiment que le gouvernement est totalement indifférent par rapport à la situation. Dans la une des journaux ce matin, on a quand même quelques quotidiens qui sont revenus sur, par exemple, la réaction du ministère du Commerce sur cette affaire d'augmentation du prix du gaz. C'est vrai que c'est à vous donner, je dois dire, le tourner ou à vous laisser tomber sur votre dos à la limite. Là, vous voyez par exemple la Nouvelle Tribune qui vous propose quand même cette mise en garde, je dois dire, du gouvernement contre ces acteurs fauteurs et dribbleurs. Vous savez, on ne peut pas dire que le gouvernement est indifférent. C'est assez intéressant que le gouvernement réagisse, mais on aurait aimé que cette réaction soit plus prompte. Comment Pourquoi ça? En fait, quand ça s'est passé, ça a duré au moins 2 ou 3 semaines avant que le gouvernement ne réagisse. Et il a fallu même que, et j'avoue que je dois dire clairement que c'est la presse qui a vraiment réveillé le gouvernement. C'est vrai que la presse a son rôle pour pouvoir alerter, pour pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme, mais l'autre chose, le gouvernement aussi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le gouvernement aussi doit pouvoir mener des descentes inopinées sur le terrain pour les contrôles, parce que le ministère du Commerce est là d'une certaine manière pour ça aussi. Mais ils vous diront par exemple qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas le personnel. Non, arrêtons. On parlera toujours des moyens, on parlera toujours des moyens du personnel, mais quand vous observez bien, quand la période des fêtes arrive, on a des descentes sur le terrain pour voir les produits c'est pas dans tous les marchés. C'est pas dans tous les marchés, mais déjà, les échantillons pourront nous aider à corriger ceci. Les bonbons de gaz ne se vendent pas dans les chambres. Ça se vend au bord de la rue. Ça se vend dans des stations agréées. Vous savez me dire que ça ne se cache pas. On ne les cache pas. En réalité, si déjà, nous, en fait, on n'est pas là pour critiquer le gouvernement, mais on est là pour accompagner le gouvernement en lui donnant peut-être à la limite des stratégies pour pouvoir mieux agir. C'est vrai que le gouvernement sait déjà le faire. Mais il faut que de temps en temps, qu'on fasse des descentes sur le terrain pour pouvoir voir ce qui se passe. Il a fallu que les populations gèrent cette situation, cette galère-là, pendant 2-3 semaines. Et dites-vous une chose, jusqu'à présent, il y a un numéro 113, un numéro vert qui a été donné. Ce numéro, c'est bon, mais au-delà de tout, allez sur le terrain pour voir ce qui se passe. Jusqu'à présent, il y a encore des vendeurs indélicats qui continuent de vendre la petite bonbonne de gaz à 7 000 francs et d'autres encore à 12 000, jusqu'à l'instant où nous parlons. Ce qui veut dire que, quelque part, les populations se sentent vraiment frustrées. Et ça, est-ce que le gouvernement accompagne? C'est ça la question que nous devons poser. William, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement il est indifférent? Le gouvernement n'est pas indifférent. Nous voyons la réaction du ministère du Commerce sur certaines
certains produits. Et moi, je constate que ce sont les produits dont on maîtrise la production et les spéculations. Vous avez, par exemple, l'un des principaux problèmes que nous avons à formaliser nos relations, nos échanges avec le Nigeria, c'est que nous ne connaissons pas l'estimation réelle de la production nationale sur certains pays. Parce que le Nigeria est très clair là-dessus. Et il ne faut plus faire de la réexportation sur Abuja. Il faut plutôt que, étant des pays frères, ce sont les produits... production exportable. Voilà, une production béninoise exportable selon les normes du Nigeria. Oui, voilà un pays qui ne connaît que l'estimation pour la plupart des produits de rente qui sont faits pour l'exportation. Notre production nationale en maïs, par exemple, nous ne savons pas. Ce qui fait que nous pouvons... Ah non, le ministère de l'Agriculture a quand même avancé des chiffres. Il y a toujours des chiffres, mais en estimation. Les cadres du ministère de l'Agriculture, je ne le fais pas à l'affront, mais ils ne me diront pas qu'ils connaissent périmètre carré par périmètre carré la production nationale, par exemple. C'est une des raisons qui fait que... ou une des raisons qui font, pardon, si vous voulez, que lorsque nous sommes dans des situations comme celle-ci, où nous n'avons pas programmé, par exemple, que l'Oignon ne vienne plus du Niger pendant la mi-2023, parce que nous n'avons pas prédit qu'il y aurait un changement anticonstitutionnel à la tête de la République du Niger, on reçoit le choc sur ce produit. Quand on n'avait pas prévu, par exemple, qu'il y ait coup d'État au Burkina, la tomate a eu, au moment où la tomate a reçu un coup, au moment où nous ne connaissons pas forcément avec les dernières précisions, comment est-ce que la production nationale peut couvrir nos besoins. Et c'est sur ces produits que moi j'ai envie de m'attarder. La cherté pour les produits importés. Nous savons que nous vivons de l'importation, de l'import-export, encore que l'export c'est en une petite proportion. Nous savons que pour la plupart, nous sommes un réceptacle de ces grandes puissances-là industrialisées et qui nous bombardent, qui nous inondent de leurs produits. Donc, c'est gentil qu'ils vont avoir de bonne qualité. Justement. Donc, quand ils toussent, je comprends que notre éternuement soit bruyant, ronflant, vrombissant comme un moteur. Mais je ne comprends pas comment est-ce que pour les produits qui sont chez nous, les produits locaux, les choses se passent de la sorte. Et moi, j'implore vraiment la Direction générale du commerce parce que vous savez, je sais que ces cadres ont reçu l'information qu'il faut, ils en ont la compétence. Et si l'État manque de moyens, l'État a, pour un besoin si urgent, si utilitaire pour la nation, l'État doit recruter pour aller assurer la régulation du marché. Parce que réguler le marché commercial, c'est le rôle de l'État dans un système libéral. L'État n'est pas acteur économique à 100%, mais l'État est le régulateur du marché. Franck, je demandais si vraiment le gouvernement pouvait grand-chose. Quand on voit un peu les éléments cités par William, qui sont quand même des facteurs exogènes, la crise en Ukraine, qui nous rend difficile l'accès au blé, par exemple, pour notre thé matinal avec du pain. Je ne sais pas si c'est obligé de le faire chaque matin. On a aussi d'autres produits que vous aviez cités tout à l'heure, qui ne dépendent pas de nous. Cotonou ne fabrique pas, en tout cas, certains produits actuellement. Oui, le gouvernement peut tout et absolument tout. Ah oui? Pourquoi? Oui. Vous voyez le dernier communiqué du ministère du Commerce. Moi, ça m'a fait tout simplement sourire. Pourquoi? Quand j'ai lu, allez voir peut-être la pression avec laquelle on a pondu ce communiqué-là. Il lui fallu que des reportages passent, que des gens commencent par écrire. Vous avez vu la communication qui a tourné autour, j'imagine dans son fauteuil, en temps de vacances, la ministre du Commerce a appelé le secrétaire général, son administration pour dire attention, il faut sortir comme... Mais c'est ce communiqué-là, vous êtes sûr que ça change actuellement quelque chose au prix du gaz, alors nous parlons sur le terrain? Je dis non. On doit pouvoir anticiper. C'est le rôle du ministère du Commerce. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? Dans ce cas précis, parlons du gaz. Non, ce sont la ministre et toute son administration, c'est des gens qui vivent dans la population. Et ce n'est pas parce qu'ils ont peut-être des revenus qui leur permettent de supporter ces charges-là. Mais lorsque vous allez une fois, et vous voyez que la bonbonne de gaz de 6 kilos, au lieu de 4 000 francs, est vendue à 7 000 francs, même lorsque vous déboursez beaucoup, vous êtes autorité, cela devrait vous interpeller. Ce n'est pas ce communiqué-là où on dit, condamne, met en garde. Ça met en garde quoi et qui? Lorsque vous allez... Où est votre argumentaire? Le communiqué sur les pièces lisses du ministère des Finances, dites-moi son effet aujourd'hui. Rien du tout. Oui, mais le gouvernement ne peut pas suivre l'application de ce enfin, mais oui, l'application de ce test. Dites-nous qui doit aller vous allez voir la bonne dame derrière votre maison. Oui, quand vous allez voir la bonne dame derrière votre maison, vous y allez avec une pièce lisse de 100 francs.
pour acheter 2 sachets de Gary. Je ne sais pas si c'est toujours à 25 francs. Ça va pas encore changer. Là, encore ça. Même hier, de la Ça ne peut pas prendre du prix, ça peut diminuer Ça diminue le volume, ça va pas encore changer. Mais là, je ne sais pas si désormais, comme ils ont fait avec la Cassa n'est plus, il n'y a plus de boule d'Akassa à 25 francs CFA, il y en a maintenant à 300 francs ou un truc 3. Alors, je peux Allez-y, Franck. Vous avez vu dernièrement même, il y a des stations qui nous grugeaient, qui nous vendaient de l'essence, Qui nous vendaient de l'air. Plutôt de l'air. Alors, les gens ont longtemps crié. Et vous avez vu avec la descente de cette structure-là qui contrôle les stations. Ouais. Lorsque vous allez maintenant à la station, vous dit, regardez comment vous appelez le compteur, cadre, oui. regardez ci, regardez, c'est déjà un début. Et c'est cela, moi, je voudrais de l'anticipation dans les actions de la ministre du Commerce, où on ne doit pas nous laisser subir longtemps avant de... C'est le rôle du ministère. Il ne s'agit pas d'un seul communiqué. Quelle solution le d'un gouvernement peut communiqué. apporter à cette vie qui devient de plus en plus chère aujourd'hui? On a déjà augmenté les salaires aux gens en janvier. Oui, il faut permettre que ces salaires-là achètent à des prix raisonnables. On en a cela augmenté à ceux qui pourraient en avoir droit. Et demander au ministère de la fonction publique de sortir l'effectif, de sortir les chiffres sur l'employabilité au Bénin. Vous allez voir ce que représente la fonction publique, c'est-à-dire les agents contractuels de droit public. Vous croyez de ceux qui sont et ceux qui sont en sous-emploi et ceux qui sont en emploi mais dans le privé. Oui. Moi, je ne voudrais pas faire juste une condamnation au gouvernement. J'aimerais surtout dire une chose. Le gouvernement, d'accord, doit anticiper. Franck l'a dit, William l'a dit. Mais l'autre chose, non, moi, je ne veux pas m'attarder sur le gouvernement. Je veux m'attarder sur les associations de défense des consommateurs. Je pense que c'est le moment pour ces associations de se réveiller. Parce que le gouvernement doit jouer son rôle. Mais ces associations, elles sont là pour défendre les consommateurs. Mais quand le consommateur subit chaque jour, et de façon permanente, on se pose la question de savoir est-ce qu'ils sont vraiment défendus. C'est la question que nous devons aujourd'hui nous poser. Chacun d'entre nous, est-ce qu'il y en a doit jouer son rôle dans la société. À part Robert Conversi, qui a encore quelques... Il y a un il vient de façon sporadique. Je ne l'ai jamais vu sur la place publique. Je crois qu'il doit être très occupé maintenant par son cabinet ou un truc comme ça. Les consommateurs doivent apprendre à se débrouiller aussi, non? Ah là, vous sortez la phrase juste. Les consommateurs doivent apprendre à se débrouiller. Parce que justement, se débrouiller aujourd'hui, ça demande quoi? Ça demande que le gouvernement nous accompagne, que le gouvernement anticipe sur les difficultés de la population. C'est l'anticipation qui est la phase la plus importante aujourd'hui. Parce que vous voyez, nous sommes à la veille de la rentrée. Vous allez observer, d'ici quelques jours encore, vous allez voir les cahiers, les fournitures vont encore prendre du prix. Dans quelques jours, vous allez voir. Et qu'est-ce que le gouvernement fera dans ce sens? On va encore attendre pour voir. Il va falloir encore que la presse tire encore et qu'on dise, ben oui, la presse tire toujours. Non, la presse n'est pas là pour tirer, la presse est là pour accompagner. La presse est là pour tirer. Justement. Les trains à l'heure ne nous intéressent pas. Les trains à l'heure ne nous intéressent pas. Les trains en retard, comme le prix du gaz fixé officiellement, mais dont le double s'applique sur le terrain, sont les choses qui nous Et intéressent. jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a encore des vendeurs indélicats qui vendent à 7 000, à 12 000, à 15 000. J'ai abordé un aspect très important. Lorsque l'opérateur économique vient charger des bonbons de gaz de Cotonou à Malanville, vous voyez le coût du transport, le coût de la carburation, le carburant aussi qui a monté, et que vous lui demandez de vendre ça exactement à ce prix, ça veut dire, à mon avis, je ne suis pas un spécialiste, mais il faut faire peut-être des conditions à ceux qui viennent de loin. Un peu comme pour le ciment peut-être. Un peu comme pour le ciment. C'est tout ce que moi je demande. Mais ça, il faut réfléchir, il faut faire asseoir les acteurs et échanger avec eux. Moi je pense que de son retour des vacances, la ministre du Commerce doit pouvoir préparer une communication, présenter au monde du gouvernement pour nous dire où est-ce qu'on en est par rapport à la gestion de ces situations. Parce que ça nous touche directement, ça touche nos poches, ça touche nos enfants, Nos estomacs. Et lorsque les estomacs sont touchés, il faut crier. Les enfants commencent bientôt la rentrée. Il y en a qui ont jusqu'à 5 ou 8 enfants, je ne sais quoi, qui doivent inscrire ces enfants-là et au même moment doivent assurer leur subsistance, c'est-à-dire acheter les gaz pour qu'on leur prépare à manger, encore que ce qu'on achète pour préparer, lorsque vous allez dans le marché, ils sont... Allez, on va changer de sujet maintenant. Moi, pour conclure, je dois dire que
Vous êtes affecté par la situation. Non, tout le monde est affecté, ça c'est clair. Ce n'est pas un détail sur lequel il faut revenir. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on soit vraiment attaché à des produits qui sont importés, qui prennent du prix, alors qu'on n'a pas le pouvoir d'y accéder. Le pain, par exemple, ce n'est pas prescrit à l'hôpital qu'il faut manger le pain chaque matin avant de sortir de chez soi. Il faut trouver un autre moyen. Ou si on doit manger oui, et si on doit manger forcément le pain, il faut réfléchir peut-être à d'autres solutions pour fabriquer le pain sur place. Donc, je pense qu'il y a une politique qu'on doit engager au niveau du gouvernement pour montrer aux gens la pertinence de manger ce que nous produisons et surtout de produire ce qui nous est important et utile à consommer. Alors là, que ce que nous produisons ne soit plus cher. Oui, mais si c'est produit en quantité suffisante, par exemple, et qu'on n'interprète pas mal, par exemple, l'interdiction d'exportation de certains nombres de produits, comme le maïs, etc., vers d'autres pays de la sous-région, et que nous attelons à le consommer sur place, voyez, on aura forcément un niveau qui nous permettra d'accéder à ces produits alimentaires. Il faut vraiment que nous travaillions, il faut vraiment que nous produisons. Il faut vraiment que ceux qui achètent des hectares et des hectares, mais qui les gardent en friche sans pouvoir vraiment les valoriser, puissent comprendre que les autres populations ont besoin d'accéder à cette terre-là pour faire de la production afin de nous permettre de vivre mieux. Oui, on peut faire dans l'immobilier, on peut être acteur donc dans le domaine du foncier, c'est aussi des affaires, mais il faut songer quand même à ce que nous puissions vivre en produisant. Allez. On va parler de notre sujet, non? On va parler du Niger. Le ministre des Affaires étrangères d'Alger était à Cotonou pour discuter avec son homologue béninois autour donc de la situation au Niger. Franck, on a quand même vu un communiqué assez intéressant sorti du ministère des Affaires étrangères. Deux choses à retenir quand même. On condamne le coup d'État, mais l'Algérie reste ferme sur sa position. L'option militaire n'est pas du tout envisageable, en tout cas à son avis. L'Algérie est un État souverain qui peut prendre la position qu'il veut en tant qu'État et qui peut l'assumer et chercher même à faire rallier d'autres pays à sa cause. Donc moi je pense que l'Algérie est en train de jouer sa partition comme elle l'entend. Et donc, elle est venue discuter de la situation de façon globale avec son collègue de... Oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre cet hyperactivisme d'Algérie, de l'Algérie comme ça, sur cette question juste à engager même une tournée dans la sous-région pour aller convaincre les pairs de... Même les pays qu'on n'entend pas assez dans la résolution de cette crise-là, travaillent à ce que l'on dise, lorsque nous allons atteindre des solutions, que l'on dise que tel pays a joué une pleine partition. Donc, si l'Algérie est dans cette offensive-là, dans cet activisme dont vous parlez, moi je pense que c'est pour que l'histoire retienne quand même que l'Algérie également a joué sa partition. Et mieux, elle dit qu'elle est contre l'option militaire. Vous voyez? Et donc, la position de l'Algérie aujourd'hui doit pouvoir intéresser, disons, les autres États qui sont également engagés dans la résolution, de cette crise-là. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre. Il y en a qui sont pour l'option militaire, il y en a qui ne sont pas pour l'option militaire, et il faut des gens pour arbitrer, pour qu'on puisse trouver le bon bout à tenir. Alors, c'est curieux ou bien c'est juste le hasard du calendrier, William? On sait que sur ce plateau, on en parlait de l'hyperactivité aussi du Bénin sur cette crise-là, avec, je dois dire, l'activité du président Patrice Talon. On constate aussi l'hyperactivité donc de l'Algérie sur la question. En commençant par le Bénin pour engager une tournée, c'est curieux ça, non? Ça devient curieux ou c'est une coïncidence qui en dit long. Vous savez, la position de l'Algérie, elle est géostratégique. Parce que l'intensité que prend cette crise est une intensité géostratégique également. Vous voyez, aujourd'hui, l'Algérie n'a aucun intérêt à ce que la situation s'envenime du côté du Niger et qu'elle soit contrainte d'abriter des réfugiés. Parce que si vous voyez bien le positionnement du Niger sur le continent,
Le premier recours, c'est la Libye. Et la Libye aujourd'hui qui est invivable avec 2 gouvernants qui se tiraillent. Et qui se tirent dessus. Et qui se tirent dessus à longueur de journée, alors que ça n'intéresse personne. Si le pétrole peut suffire à l'exploitation, ça va déjà. C'est tant mieux. Et donc, vous voyez, l'Algérie aujourd'hui se sent comme sous une pression terrible de se voir envahie par des Nigériens si la situation arrivait à s'envenimer. Et pour un pays comme celui-là, dont nous connaissons la position par rapport à certaines puissances étrangères qui sont proches et sont des soutiens de la CEDEAO en matière d'une probable intervention militaire, même si c'est un dernier ressort, nous savons que l'Algérie a tout intérêt à y aller. Et si vous avez bien suivi le ministre Attaf, il est bien précis en disant qu'il y a 2 grands points d'accord avec la CEDEAO. C'est que les changements anticonstitutionnels sont à bannir. Et que sur le continent, c'est même à Alger qu'en 99, les premières idées sont venues pour codifier les changements anticonstitutionnels de sorte à les exclure du mode de dévolution de pouvoir et d'accession à la tête de nos États. Et le deuxième point d'accord, c'est que la voie diplomatique est à privilégier. Il faut que les discussions se poursuivent et qu'elles se mènent. Mais par contre, il a été formel là-dessus. En Iran, il a cité le cas iranien, le cas irakien, le cas libyen et le cas syrien en disant que jamais ces intrusions des forces étrangères n'ont fait du bien à un État. Il parle de forces étrangères parce que je lis entre les lignes pour dire que même si c'est la CEDEAO qui y va aujourd'hui, nous savons combien de puissances étrangères ont intérêt à ce que ce soit des Africains qui se tirent les uns sur les autres, même si on a dit que ce n'est pas une guerre civile, et ça je le remartèle toujours. Donc on finit rapidement. Tanguy, moi je pense que l'Algérie a tout intérêt à jouer sa carte. Nos États aussi souverains qu'ils sont ont intérêt à écouter ou non le ministre algérien. Ulrich. J'aime bien cette caricature de guerre par procuration faite par William. Il faut dire une chose. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a été très direct. Moi, je pense que dans son allocution et dans ses propos, il a été très précis. 1. L'Algérie condamne le coup de force. Ça, c'est précis. Mais 2. Pas d'intervention militaire. Vous savez, l'Algérie, que ce soit l'Algérie ou les autres pays limitrophes du Niger, aucun d'entre nous, y compris le Bénin, n'a intérêt à ce que l'intervention soit forte au Niger, que l'intervention militaire ait lieu au Niger. Tout simplement parce que quand ça embrase d'un côté, la première chose d'abord, c'est des réfugiés. Mais l'autre chose encore, c'est l'instabilité sécuritaire. Déjà que nous avons déjà assez de problèmes avec les djihadistes, des terroristes, qui, d'une certaine manière, sèment la zizanie, la terreur dans la sous-région, l'instabilité leur sera encore plus favorable. Et toute la sous-région va prendre un coup. Donc, ce qui veut dire que l'Algérie n'a pas intérêt. Sa dose, en tout cas. Tous les pays limitrophes, tous les pays de la sous-région en auront pour leur dose. Ce qui veut dire qu'aucun pays n'a intérêt à ce que l'intervention militaire prenne réellement et vraiment lieu au Niger. Mais l'autre aspect, moi je pense que la CEDEAO se retrouve le dos au mur. Très vite, on a brandi la carte de l'intervention militaire. On a très tôt sorti les muscles. C'est vrai que c'est une institution qui se veut forte, une institution qui se veut crédible. Alors, le problème est que tant qu'on n'a pas encore épuisé la voie de dialogue, on ne peut pas tout de suite parler d'intervention militaire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO veut épuiser les recours à la voie diplomatique. La CEDEAO du mal à peine rétro-pédalage. C'est ça le problème. En fait, la CEDEAO joue sa crédibilité actuellement. Maintenant, en commençant par le Bénin, vous avez compris. En commençant par le Bénin, c'est une manière... En commençant par le Bénin, c'est une manière de demander au président Patrice Talon d'intervenir auprès de ses pairs, parce qu'on a compris que le chef d'État béninois est assez actif sur le terrain par rapport à ça. C'est vrai, je suis d'accord. Qu'il est le médiateur de fait déclaré, en tout cas le premier envoyé au front pour aller discuter avec les putschistes aux premières heures de leur prise de pouvoir. L'autre aspect, c'est qu'à Niamey, pendant que ça bouge, ça discutaille à Cotonou, à Niamey, il y a quand même des décisions qui sont en train d'être prises. Et le renvoi, c'est aujourd'hui que ça prend fait d'ailleurs. La décision de renvoyer
l'ambassadeur français sur place là-bas, on lui a donné 48 heures pour partir. Et même les troupes stationnées là-bas, qui sont de coloration blanche venant de Paris, sont aussi sur le pied de départ. William, ça complique et ça radicalise les positions aussi. Justement, parce que les autorités illégitimes, mais à la tête de Niamey aujourd'hui, sont en train de voir dans cet activisme de la CEDEAO, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'observateurs, un intérêt particulier pour une puissance étrangère, pour les puissances étrangères, notamment la France. Vous savez, donc, ces autorités, ont tout intérêt à se débarrasser de l'influence française. Mais vous savez, moi, la méthode me pose problème. Vous savez, moi, je pense que aujourd'hui, les renvois de diplomates, les départs de troupes à la Assimi Goïta n'ont pas forcément réglé, par exemple, le problème de l'insécurité au Mali. Oui, quand le Mali a commencé à prendre en main lui-même la lutte contre le terrorisme, ça fait combien de temps? On peut pas faire un petit bilan alors que le bilan, alors que les Français ils sont restés sur place pendant plus de 10-15 ans. Moi je commence par le faire pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Vous savez, Hollande, le jour où la force Serval devait être mise en branle à Bamako, Hollande a été vu comme un héros. Mais vous avez vu comment les militaires maliens ont dû quitter avec leurs sacs et leurs bagages Bamako et environ. Donc, il ne faut pas que nous répétions les mêmes choses. Et c'était des années après. Moi, je pense que quand on a commencé par voir les choses un peu plus clairement, on a commencé par descendre des nuages, en acceptant de négocier, de discuter avec les partenaires de la sous-région, en commençant par déjà penser à une transition et non à une prise d'otage du pouvoir pendant longtemps. On devrait penser à comment remettre Mohamed Bazoum en liberté. On devrait penser à comment rétablir la paix au Niger, parce que c'est une économie extrêmement fragile. Nous reprochons à la CEDEAO d'avoir tapé très fort sur un État fragile, mais reprochons aux autorités actuelles, bien qu'illégitimes, qu'elles sont en train de foncer dans le mur en ne reconnaissant pas que ces populations-là sont très vulnérables et que la politique politicienne, les coups de force diplomatique pour démontrer des muscles ne montrent que la force d'Abdourahmane Tiani et pas la force de l'État nigérien à assouvir les desiderata des Nigériens. Je crois que William a tout dit. Ce qu'il faut retenir, les autorités françaises ne reconnaissent pas Tiani et compagnie comme autorité. Oui, mais vous êtes chez quelqu'un, la personne dit je ne veux pas de vous. En quel je ne veux plus. En quel même en tant que simple fils du Niger. Est-ce qu'on peut demander là où je un Nigérien au moins, même le plus petit, le dernier né, qui a peut-être même un jour de naissance, s'il pouvait parler, est-ce qu'il a au moins le droit de demander à un étranger de partir? Dommage qu'en diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne soutiens pas le fait que la France fait obstruction, par exemple, à cet ultimatum qui s'épuise aujourd'hui. Même diplomatiquement, c'est les choses à revoir. Je n'avais pas envie de développer les choses dans cet aspect. Mais par contre, il faut reprocher également aux autorités nigériennes d'être en train de s'attarder sur ce détail-là. Moi, je pense que c'est peut-être là où le problème se pose pour que les choses avancent et qu'on trouve une solution. Il faut lever le goulot. Oui, alors, si la présence des forces françaises un problème, par exemple, empêche par exemple Tiani de dérouler la transition, par exemple, dérouler la transition, ou de bien discuter avec ou de faire installer leur ami de leur. Moi, je pense qu'il faut aller de façon diplomatique, parce que le Niger et la France ont entretenu des relations. Les relations n'ont pas été que conflictuelles, les relations n'ont pas été que, disons, bizarres ou perdantes pour le Niger. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, demander aux troupes françaises de quitter, il faut le faire dans la manière, moi je pense. Et vous voyez le risque, c'est qu'il y a déjà, on a vu des populations qui se sont déplacées à quelques encablures de la base militaire française pour manifester. Ce que nous faisons là, nous avons également des compatriotes nigériens qui vivent en France. Et à tout moment, on peut décider, par exemple, vous aussi, nous vous expulsons. Non, il n'y a pas de base militaire nigérienne. La réaction à Paris, d'accord. Vous comprenez la réaction. Est-ce que, par exemple, l'ambassadeur est un militaire? L'ambassadeur n'est pas un militaire. On a dû le déplacer
de sa résidence pour le camp militaire, pour la base militaire française, parce qu'on craint qu'il puisse avoir des représailles sur sa personne. Vous voyez déjà la dimension que ça prend. Moi, je pense qu'il faut aller avec intelligence. Moi, je veux savoir. J'aimerais finir, Tanguy. Moi, je pense qu'il faut aller avec intelligence et discuter pour leur dire, écoutez, vous devez partir, mais définir les clauses, les conditions dans lesquelles les troupes françaises doivent partir. Le faire avec du forcing, ça va créer d'autres problèmes. En quoi est-ce que ça dérange la France de dire, ok, monsieur l'ambassadeur, rentrez, on va voir comment ils veulent gérer leur pays. Si c'est leur pays et que bon, on veut leur apporter notre aide pour les sauver, les amener au paradis, que c'est l'enfer qui leur plaît, laissons-les entrer en enfer. Moi, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est la France. Oui. Et moi, j'ai vraiment pas intérêt à ce que la France respecte le droit diplomatique ou ne le respecte pas. Mais moi, j'ai intérêt à ce que le Niger ne reste pas dans une incertitude pendant longtemps. Parce que, vous savez, actuellement... Si vous ne voulez pas que le Niger reste dans l'incertitude, propose des cartes, suivez-les. Je crois qu'on a donné 6 mois. Donnez-le. Je crois que Assimi Goïta a assez... Nous allons partir si c'est notre présence qui vous dérange. Si c'est notre présence qui vous dérange, bon, nous partons. D'ici toi, moi, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Mettons-les à l'heure. Je pense que Assimi Goïta a assis d'abord son hégémonie et a pris toute sa légitimité des Maliens avant de donner, je crois, 6 mois, si j'ai bonne mémoire, à la force Barkhane de partir. Moi, je pense que c'est mieux cette méthode. Oui, on est admirateur d'Assimi Goïta. Pas forcément. Allez, les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Et puis après, vous allez suivre la réalisation d'Idriss Boukari qui nous rappelle un peu tout ce qui s'est passé par la rédaction de Canal 3 en termes d'actualité la semaine écoulée. Moi, je vous reviendrai juste après pour l'inviter au téléphone.